Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Badr Ben Youssef, directeur de la stratégie et de la transformation de la Bourse Casablanca. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer le webinaire sur l'indice MSCI. Et j'ai surtout le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Lionel Ebener, qui est Executive Director Index Research chez MSCI. Et donc ce MSCI qui porte sur la thématique classification MSCI des marchés, focus sur le Maroc. Alors comme vous le savez, le MSCI est l'un des principaux fournisseurs indépendants d'indices au monde. Alors plusieurs ETF qui valent des milliards, ou plutôt qui pèsent des milliards de dollars, sont indexés sur le MSCI. Et donc, vous pouvez aisément comprendre que dès qu'il y a un changement au niveau de la classification, que ce soit d'un pays, d'une valeur, eh bien, il y a un impact direct sur le cours des valeurs et sur la demande de certaines valeurs. Et donc, forcément, le suivi de la classification MSCI est très, très important. Alors, pour ceux qui étaient sur le marché il y a quelques années, je pense que tout le monde se rappelle du passage du Maroc, du MSCI Emerging au MSCI Frontier, avec quelques impacts notamment pour certaines valeurs. Mais aujourd'hui, alors peut-être un petit état des lieux, mais je laisserai ensuite Lionel présenter ça de manière beaucoup plus poussée. Aujourd'hui, le Maroc est le deuxième pays en termes de taille dans le MSCI Frontier Index, avec un poids de plus de 10%, derrière le Vietnam qui a un poids de 28%, et devant Bahreïn qui a un poids de 8,75. Alors, les autres pays qui sont dans le frontier, on a le Bangladesh, on a la BRVM, donc tous les pays constituant la bourse des valeurs d'Abidjan, régionale d'Abidjan. On a la Croatie, l'Estonie, l'Islande, la Jordanie, le Kenya, la Lituanie, le Kazakhstan, l'île Maurice, le Nigeria, Oman, Pakistan, Roumanie, Serbia, la Slovénie, le Sri Lanka, le Togo et la Tunisie. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc on a le plaisir de pouvoir accueillir Lionel pour qu'il nous présente la méthodologie utilisée par le MSCI, où on est le Maroc à peu près, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Voilà, et je pense qu'ensuite on ouvrira le débat pour des questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur la partie questions-réponses de ce webinaire. Comme ça, on les prendra et on les posera à la fin. On essaiera parfois de regrouper certaines questions parce que je pense qu'on aura des questions qui se ressemblent. Voilà. Et donc, on a à peu près une heure et quart. Donc, Lionel, je vous passe la parole et je vous dis à tout de suite pour une présentation de 20 minutes à peu près, c'est ça? Oui, tout à fait, 20 minutes, peut-être une petite demi-heure, mais on aura Voilà. bien assez le temps pour les questions. Merci beaucoup, Bader. Merci, à tout de suite. Parfait. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire. Donc, Lionel Ebener, je travaille pour l'équipe de recherche sur les indices MSCI et je m'occupe à ce titre des différentes méthodologies de construction et de maintenance des indices MSCI, ainsi que leur évolution à travers le temps, que l'on peut voir à travers différentes consultations que nous pouvons avoir avec les participants du marché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit aperçu de notre méthodologie de construction d'indices avec un focus sur l'indice MSCI Morocco. Et ensuite, je parlerai de la classification de marché, donc du MSCI Market Classification Framework. Et encore une fois, avec un focus sur où en est le Maroc par rapport à cette classification aujourd'hui. Avant ça, je vais juste passer 1 ou 2 minutes pour présenter un MSCI en un peu plus de détails. Donc MSCI, ce sont quatre unités principalement. Donc bien sûr les indices
que je représente aujourd'hui. Vous connaissez probablement nos indices principaux, ACWI, qui couvre la partie développée et émergent, World Emerging Markets, mais nous avons aussi des indices dérivés de ces indices market cap, comme les indices facteurs, ESG, climat, thématiques. Donc, d'après nos données les plus récentes, plus de 1000 ETF sont basés sur les indices MSCI et nous calculons plus de 250 000 indices chaque jour, dont près de 15 000 en temps réel. À côté de ça, donc, nous avons des unités analytiques, ESG climat et private real estate. Donc, ce qui est intéressant pour le côté indice, c'est aussi de parler un petit peu des business analytiques et ESG et climat, car les données analytiques et les données ESG et climat sont utilisées à des fins de construction de nos indices, justement ESG, climat, facteurs. Donc, on peut penser à nos modèles de risque, à nos modèles de gestion de portefeuille qui peuvent aussi être, être utilisés à des fins de construction d'indices. Donc, avec cette petite introduction, je vais tout de suite passer à la partie principale et spécifiquement à la méthodologie de construction des indices MSCI globaux. Donc, les indices MSCI globaux sont basés sur la méthodologie GIMI, donc GIMI pour Global Investable Market Indexes. Et le but de ces indices sont de couvrir un maximum de l'opportunity set global, tout en appliquant des critères clairs en matière d'investibilité et d'accès au marché. Donc, il est très important que nos indices reflètent les attentes des investisseurs en termes d'investibilité et également en termes d'accès au marché, comme par exemple les conditions d'infrastructure du marché. Donc, je vais revenir sur ces points dans ma présentation. Donc, l'approche MSCI est une approche globale qui est cohérente à travers les différents pays. Donc, la même méthodologie est utilisée pour les marchés développés, émergents, frontières et à travers les pays avec quelques ajustements, bien sûr, en fonction des caractéristiques des pays. Et on a un concept de building block. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, les différents indices des marchés développés, donc pensez à MSCI États-Unis, Suisse, Hong Kong, peuvent être agrégés pour former des indices composites, donc l'indice World, ou des indices régionaux comme par exemple IFA, Europe, Pacifique. Donc tout cela avec chaque fois un building block. Donc, à partir de ces indices GIMI, comme je l'ai dit avant, MSCI construit toute une série d'indices dérivés tels que ESG, climat, facteurs et thématiques qui sélectionnent ou excluent ou tilt les poids des sociétés en fonction de différentes caractéristiques, que ce soit des données ESG climat, certains facteurs de risque, des thèmes spécifiques. Donc, sans entrer trop dans les détails, je voulais juste vous faire part des 5 étapes principales de construction de nos indices GIMI, donc Global Investable Market Cap Indexes. Donc, la première étape est de classer chaque marché, généralement un marché est un pays, dans un univers d'investissement, donc développé, émergent ou frontière. Donc, par exemple, le Maroc est en ce moment classé dans l'univers d'investissement frontière. Puis, chaque société est classée dans un seul pays. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape est de construire un univers investissable, donc Investable Universe, pour chaque marché, en appliquant des filtres d'investibilité. Donc, je vais y revenir dans mon prochain slide en plus de détails. La troisième étape est de définir les segments, donc large cap, mid cap, small cap, donc les segments de taille. Ce qui est intéressant, c'est que pour un univers donné comme l'univers frontière, on aura une fourchette possible pour déterminer le cut-off, donc le cut-off de taille pour inclure les sociétés dans l'indice. Et cette fourchette sera la même pour tous les marchés frontières. Donc, on a une cohérence ici à travers les univers d'investissement.
La quatrième étape est d'assigner chaque société à un segment. Donc, la société XYZ va par exemple être assignée à large cap, mid cap ou small cap en fonction de, voilà, de sa taille, de son flottant et d'autres caractéristiques. Et la dernière étape est d'appliquer des critères finaux d'investibilité, Final Investability Requirements. Alors là, ce n'est pas applicable directement au marché frontière, mais c'est quelque chose qu'on fait, donc typiquement des critères de flottant additionnels par rapport au segment de taille. C'est quelque chose qu'on fait pour les marchés développés et émergents. Donc, ce processus que je viens de décrire, ces 5 étapes, sont appliquées bien sûr à la construction de l'indice. L'indice existe depuis très longtemps, mais également lors de la maintenance de l'indice tous les 6 mois. Donc, nos rebalancements de fin mai et de fin novembre se font à travers l'application de ces 5 étapes. En dehors de cela, dans nos rebalancements de fin février et fin août, qu'on appelle Quarterly Index Reviews, on a ici un rebalancement léger pour refléter les changements majeurs de marché, par exemple une société très large qui serait rentrée en bourse, qui n'aurait pas été inclus au moment de son entrée en bourse dans les indices, qui pourrait être inclus en février et en août. Mais pour l'ensemble des 5 étapes que j'ai décrites, c'est vraiment lors des rebalancements en mai et novembre que celles-ci sont appliquées. Donc, juste pour revenir un petit peu plus de détails aux filtres d'investibilité. Donc, ces filtres d'investibilité sont similaires pour les marchés développants, émergents et frontières à quelques différences près. Donc, tout d'abord, si vous regardez en bas à gauche, donc on a un Equity Minimum Size Requirement. Donc, ce que ça signifie, c'est un seuil de taille mesuré par capitalisation boursière totale d'une société qu'il faut pour inclure cette société dans un indice. Et ce seuil est le même pour tous les marchés développés, émergents et frontières. Donc là, à fin mai, on a 363 millions. Donc c'est le chiffre qui a été appliqué comme minimum pour inclusion d'une société dans les indices investissables, donc large cap, mid cap ou small cap. Ensuite, on a un critère de capitalisation flottante qui se situe à 50% ou 25% de ce chiffre de 363 millions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au marché frontière où on peut descendre à 25%. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on peut descendre à 25% pour les marchés frontières. Et en fait, c'est ce qu'on applique actuellement pour tous les marchés frontières, y compris Maroc. Donc, on seuil de 25% de cette capitalisation de 363 millions pour mesurer pour mesurer si une société remplit les critères de capitalisation flottante. Ensuite, on a des critères de liquidité. Donc, en termes de liquidité, on a 3 catégories pour les marchés frontières. Donc, la mesure qu'on utilise est appelée Annualized Traded Value Ratio. Et c'est une mesure de liquidité relative. Donc, ce que ça veut dire, c'est, pour simplifier, quel est le volume qui est traité sur une action au cours de l'année, dans les 12 derniers mois, par rapport à sa capitalisation flottante. Donc là, on a des seuils de 15%, 5% ou 2,5%. Pour le Maroc, en ce moment, on est à 2,5%. C'est quelque chose qu'on peut revoir tous les 6 mois. Mais concernant le Maroc, la catégorie a été 2,5% depuis déjà quelques temps. Le deuxième critère est un critère de fréquence de trading. Donc, une société doit trader au cours des 12 derniers mois au moins un jour sur 2, donc 50%, pour être éligible pour nos indices. En termes de flottant, notre seuil minimum est de 15% de flottant, avec une exception possible pour les très larges sociétés. Donc, s'il y a une société extrêmement large qui aurait un flottant plus bas que 15%,
afin de s'assurer qu'on représente suffisamment le marché. On pourrait quand même l'inclure. Bien sûr, il y a des règles très précises à ce sujet. Et finalement, le dernier critère est une période de cotation minimum. Donc, la société doit généralement coter depuis au moins 3 mois pour être éligible dans l'inclusion des indices, à l'exception des larges IPO. Donc, encore une fois, on a des règles quantitatives très précises qui peuvent être incluses au moment de l'IPO. Donc maintenant, je passe à l'évolution de l'indice Maroc depuis finalement sa reclassification des marchés émergents aux marchés frontières. Et ce qu'on a vu, c'est que aussi bien en termes de taille du marché que de nombre de constituants, on a vu depuis ces dernières 9 années, donc depuis novembre 2013, la date de la reclassification, une augmentation. Donc, on est passé de 8 constituants à 10 constituants pour l'indice MSCI Morocco Index, qui est donc l'indice qui inclut les large et les mid-cap au Maroc. Et on est passé aussi à une capitalisation flottante de 6,5 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars. Donc, comme Bader l'a mentionné tout à l'heure, le poids et donc là, les données sont au 1er juin, donc le poids du Maroc dans l'indice frontière est d'environ 9,6%, et c'est le deuxième poids de l'indice après le Vietnam. Donc, je vais juste vous dire quelques mots sur la composition de l'indice, les sociétés qui sont incluses. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est par rapport aux 8 sociétés qui ont été incluses en 2013, on a plus de secteurs maintenant qui sont représentés dans notre indice large et mid cap. Donc, on a des sociétés comme Cosumar, Consumer Staples, et aussi Takamoroko dans les utilities et Total Energies dans les consumer discretionary. Donc, finalement, on a 3 secteurs de plus qui sont représentés dans l'indice par rapport à la date de reclassification en 2013. Donc, avec cela, je passe à la deuxième partie de ma présentation, donc le Market Classification Framework. Et ici, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à nos règles de classification de marché, c'est qu'un pays doit remplir l'ensemble des critères de classification pour un certain univers, donc frontières, émergents ou développés, avant qu'il puisse être considéré potentiellement pour classification ou reclassification dans un nouvel univers. On a 3 critères de classification. Le premier critère, le développement économique, economic development, s'applique uniquement aux marchés développés. Donc, à ce titre, on a un seuil de 25% en dessus du seuil World Bank High Income Threshold qui doit être rempli pour les 3 dernières années. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on regarde quand on s'intéresse à une classification frontière ou émergent. Le deuxième critère est un critère de taille et liquidité. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un minimum de 2 sociétés qui remplissent les différents critères pour qu'un marché soit classifié comme frontière, et un minimum de 3 sociétés pour une classification émergente et un minimum de 5 sociétés pour une classification développée. Donc, on a 3 sous-critères de taille et liquidité, donc la taille de la société, donc la capitalisation boursière totale de la société, en prenant compte de toutes ces classes d'actions. Ensuite, le flottant de la ligne d'action qui est incluse qui pourrait être incluse dans l'indice, donc seulement cette ligne d'action-là, et en tenant compte donc du flottant sur cette action-là. Et finalement, la liquidité de l'instrument. Donc, pour les marchés émergents, et ça, c'est quelque chose qu'on réévalue tous les 6 mois. Donc, pour les marchés émergents, on a des seuils minimaux de 3 sociétés qui, à la fois, auraient une taille totale de 2,1 milliards de dollars, une taille flottante de l'instrument d'environ 1,1 milliard de dollars, et finalement, une liquidité de 15%. Donc là, je parle des critères pour les marchés émergents.
Alors après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est, pardon, avant que je développe mon point, je vais juste passer à travers le troisième critère. Donc le troisième critère d'accès au marché, Market Accessibility. Donc là, l'idée est qu'en marché, pour être classifié dans un certain univers d'investissement, doit remplir les critères qui sont attendus par les investisseurs en termes de risque pour la classification d'un marché dans cet investissement, par exemple, en univers émergent. Donc là, c'est un framework qu'on a développé à travers de multiples consultations avec les différents investisseurs ou participants du marché. Et c'est un framework qui est avant tout qualitatif. Donc, on a une revue chaque année pour chaque pays, y compris le Maroc, des différents sous-critères sous les 5 piliers qui sont mentionnés dans cette page. Donc, l'ouverture pour le capital étranger, ease of capital inflows, outflows, l'efficacité du framework opérationnel, availability of investment instrument et stability of the institution framework. Donc, à chaque fois, on a des sous-critères. On a un total de 18 sous-critères sous ces 5, au total, sous ces 5 critères principaux que l'on évalue avant tout d'une façon qualitative chaque année pour chaque marché afin d'avoir une idée de quelles sont les dimensions où un marché pourrait avoir quelques marges d'amélioration ou une grande marge d'amélioration par rapport à ces critères. Donc, quand on regarde ce qu'on mentionne pour frontières et émergents et après développés, donc plus on va vers un univers développé et plus on a une attente élevée en termes d'accessibilité au marché par rapport à tous ces critères. Après, donc ce que MSCI fait une fois par année, c'est de prendre contact avec les participants du marché afin d'évaluer les marchés par rapport à ces critères. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'une fois qu'un marché est mis dans une review list, donc est mis comme potentielle reclassification et MSCI consulte sur cette proposition, à ce moment-là, on va vraiment s'intéresser de très près au feedback des investisseurs par rapport à ces points-là. Donc, rien de bien nouveau dans ce slide, je vais passer assez vite, mais juste un petit rappel. Donc, l'indice MSCI Morocco Index a été inclus dans notre indice émergent en septembre 1996. Ensuite, l'indice a été reclassifié de émergent à frontière en novembre 2013. Et la raison pour la reclassification, donc si on se rappelle des 3 critères de classification, c'était vraiment le critère de taille et de liquidité qui était problématique pour continuer finalement à maintenir MSCI Morocco dans notre indice Emerging Markets. Et ce que vous pouvez voir aussi dans cette page, c'est que il y a en tout 6 pays ou marchés africains qui sont inclus dans l'indice frontière. Donc, à côté du Maroc, on retrouve le Kenya, l'île Maurice, le Nigeria, la Tunisie et le BRVM, ou les États d'Afrique de l'Ouest. Donc là, je ne vais pas passer très longtemps sur ce slide, mais je pense que ça peut donner une idée de la fréquence de potentielles reclassifications et des exemples de reclassifications passées qu'on a eu à travers nos univers d'investissement. Donc là, en plus de l'univers développé, émergent et frontière, on a aussi un concept de standalone. Donc, si on prend ce qui est arrivé à la Russie cette année, donc la Russie a été reclassifiée comme en catégorie standalone, ce qui signifie qu'elle ne fait plus partie d'aucun indice composite ou régional. Donc, vous voyez certains exemples ici de reclassification. Et à côté, vous voyez finalement la raison qui a amené MSCI à reclassifier le marché. Donc, dans certains cas, on peut avoir des problèmes d'accessibilité très forts, comme ce qu'on a connu avec la Russie, mais aussi avec l'Argentine et la situation notamment autour des contrôles de capitaux dans le pays.
Après, on a aussi des reclassifications donc, dans l'univers plus bas, un univers plus élevé. Donc, comme on a eu assez récemment pour le Koweït en novembre 2020. Donc, le Koweït qui, depuis pas mal d'années avant novembre 2020, remplissait les critères finalement de taille et de liquidité, mais qui avait encore des problèmes assez significatifs en matière d'accès au marché. Et là, on a vu une amélioration pour le Koweït qui a été suffisante finalement pour consulter avec le marché sur une potentielle reclassification du Koweït et in fine reclassifier le marché en émergent. Donc, ce que je voulais encore vous faire part, c'est finalement, et je pense que ça peut répondre à certaines questions qui nous sont aussi parvenues autour de la classification du Maroc et d'autres pays en frontière, c'est quel est le potentiel timeline pour une classification. Donc, on a un cycle annuel de revue de classification de marché qui a lieu chaque année en juin. Et au moment où je vous parle, donc on n'a pas encore annoncé les résultats du cycle de juin 2022. On n'a pas encore annoncé finalement 2 décisions. Tout d'abord, les conclusions des consultations sur les marchés qui seraient voilà, où il y aurait une proposition de reclassification. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a rien dans notre liste de potentielles reclassifications. Et le deuxième point, c'est éventuellement une liste de nouveaux marchés, nouveaux pays qui seraient voilà, mis sur cette liste de consultation review list pour une potentielle reclassification. Donc, en termes de séquence, typiquement, donc évidemment, ce qui est primordial, c'est comment un pays est évalué par rapport aux trois critères de classification du marché ou aux 2 critères quand il s'agit des marchés frontières ou émergents. Donc, le premier point qu'on a mis là, c'est finalement issuance and implementation of new regulation in a country equity market meeting the relevant size and liquidity requirements. Donc là, c'est l'exemple que je vous donnais auparavant du Koweït, où certains pays qui peuvent déjà remplir les critères de taille et de liquidité devraient potentiellement encore implémenter certains changements pour être en ligne avec les attentes du marché en termes d'accès au marché. Et là, typiquement, on attend à ce que la régulation soit en place, mais également qu'elle soit effective, que les participants aient pu la tester, qu'on ait un retour qui montre que ça fonctionne et que les problèmes qu'on aurait pu mentionner ont été adressés. Donc, une fois que les critères semblent être remplis, en tout cas sur le papier, donc on peut inclure un marché dans cette review list pour une potentielle reclassification. La consultation va typiquement durer 1 année, en particulier pour les reclassifications vers le haut. Quand on parle de reclassification vers le bas, souvent, il y a des événements de marché derrière, comme par exemple ce qui s'est passé en Russie. Donc là, bien sûr, la durée peut être plus courte, voire bien plus courte qu'1 année. En revanche, quand on parle de reclassification vers le haut, typiquement, on va donner 1 année au marché pour finalement tester si le marché n'a pas été encore testé et nous donner le feedback sur la proposition de reclassification. Donc, l'idée est vraiment de donner assez de temps finalement aux investisseurs pour tester un marché dans sa globalité. Donc, typiquement, une année plus tard, donc toujours en juin, mais 1 année plus tard, la décision est annoncée. Donc, il peut y avoir 3 sortes de décisions. Soit un marché est reclassifié, donc la proposition est implémentée. Soit un marché n'est pas reclassifié et le pays sort de la review list. Ou alors, finalement, rien ne se passe, c'est-à-dire le marché reste dans la review list et on décide de consulter encore 1 année de plus. Donc, ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a fait si vous pensez au Qatar ou aux Émirats, où les marchés sont restés des années finalement dans la review list pour une potentielle reclassification. Car voilà, des progrès étaient en cours, mais le marché n'était pas encore au niveau
finalement attendu par les investisseurs pour une classification Emerging Markets. Donc là, on a attendu quelques années avant de pouvoir finalement reclassifier le Qatar et les Émirats. Et ensuite, il y a l'implémentation de la décision. Donc là, on a un temps entre le moment où la décision est annoncée et le moment où elle est implémentée pour permettre aux participants du marché et au marché lui-même de se préparer à la reclassification. Et ce temps est, encore une fois, pour les reclassifications vers le haut, typiquement d'une année. Donc finalement, si vous prenez le temps entre le moment où un marché est inclus dans une review list et MSCI commence à consulter sur une proposition, et le temps où le marché est effectivement inclus dans le nouvel univers, donc par exemple, une reclassification de frontières à émergents, on a typiquement une durée de 2 ans au minimum. Donc, avant de peut-être passer aux questions, je voulais juste peut-être faire 1 ou 2 commentaires par rapport au Maroc encore, et comme je vous l'ai promis, au statut actuel du Maroc. Donc, le Maroc a été classifié comme marché frontière depuis novembre 2013. Donc, ce qui s'est passé avant novembre 2013, qu'on a pu voir finalement au cours des années, c'est que le marché ne remplissait plus les critères de size et liquidité et de taille et de liquidité, et surtout, il n'y avait plus assez de sociétés liquides donc, qui remplissent ce critère de 15% de volume tradé pendant une année par rapport à la capitalisation flottante, donc ce critère de Annualized Traded Value Ratio. Finalement, on n'arrivait plus à avoir 3 sociétés qui étaient assez grandes et surtout qui remplissaient ces critères de liquidité. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une consultation et le feedback des investisseurs en majorité a été que finalement, le Maroc, en termes de structure du marché, de taille et de liquidité, correspondait probablement plus, donc encore une fois en 2013, à un indice frontière, et qu'une classification frontière permettrait également de construire un indice avec plus représentatif du marché, avec plus de constituants. Au jour d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de proposition, donc le marché n'est pas inclus dans une review list pour reclassification potentielle comme marché émergent. Donc encore une fois, quand on regarde ces critères et notamment de taille et de liquidité pour le marché marocain, avec les 3 sociétés qui doivent remplir en même temps les critères de capitalisation totale, capitalisation flottante et de liquidité. Donc on voit encore qu'on n'est pas au niveau finalement pour une potentielle inclusion dans les marchés émergents. Donc voilà, avec ça, je m'arrête ici et je réponds volontiers à vos questions. Merci beaucoup, Lionel, pour cette présentation claire et très, très instructive. En attendant d'avoir des questions sur l'espace chat, moi, j'avais peut-être une ou 2 questions à vous poser. Alors, vous avez effectivement parlé de la situation actuelle de l'indice Morocco, qu'il n'était pas en revue. Alors, peut-être, quand est-ce que la prochaine revue est prévue? Alors, c'est en juin. En tout cas, l'annonce est en juin. Est-ce que vous avez une date pour qu'on soit à l'affût de l'annonce ou Très bonne question. Effectivement, donc je vais vous trouver tout de suite la date. Comme ça, j'aurais répondu précisément à cette question. Donc, en termes de date, donc ce sera le 23 juin. Donc finalement, on a 2 dates. On a la date du 9 juin et la date du 23 juin. Donc la date du 9 juin dans 2 jours est la date où on va annoncer, on va publier notre rapport sur l'évaluation de l'accès au marché, les critères d'accès au marché
de l'ensemble des pays que l'on couvre. Donc, rappelez-vous l'ouverture aux actionnaires étrangers, les flux de capitaux, l'infrastructure de marché, etc. Donc ça, c'est le 9 juin, première date, hein, et le 23 juin, on va annoncer donc l'annonce de classification des marchés, comme je disais, éventuelle inclusion des marchés dans une review list pour une potentielle reclassification. Après, je ne vais pas pouvoir vraiment commenter précisément si, quand le Maroc pourrait être inclus. Mais s'il devait être inclus, typiquement, cela se passerait durant nos cycles annuels chaque juin. Ok, très bien. J'ai justement une question liée à ça. Quel serait l'impact d'un retour du Maroc dans le MSCI Emerging, hein, de manière théorique, hein? Je pense en termes de taille des fonds, etc. Est-ce que vous avez une estimation? Alors, pas vraiment d'estimation précise à vous fournir. Après, bien évidemment, si on se rappelle aussi de la composition de l'indice Maroc avant sa reclassification de émergent à frontière, donc on avait un indice où on avait 3 sociétés dont certaines étaient problématiques en termes de liquidité. Si aujourd'hui, en théorie, on construisait un indice avec la méthodologie émergente pour le Maroc, donc on arriverait à moins de constituants, donc ça c'est certain, simplement parce que les critères sont plus élevés en termes de taille de liquidité. Après, ça va être difficile pour moi de vraiment commenter sur finalement l'univers des différents produits financiers qui existent, qui traquent les marchés émergents ou des secteurs des marchés émergents par rapport à ceux qui traquent les marchés frontières ou des secteurs des marchés frontières. Donc effectivement, on pourrait voir bien sûr des flux de capitaux qui sortent des marchés frontières, qui rentrent des marchés émergents. Après, ce n'est pas vraiment quelque chose que MSCI communique vraiment très précisément. Oups, j'avais mon micro coupé. Vous m'entendez, Lionel? Oui, pardon, j'avais mon micro voilà, coupé. je vous avais perdu. Non, c'est moi qui avais mon micro coupé. Je suis désolé. Donc, je disais, oui, il y a un impact effectivement certain du passage d'un indice à l'autre. Maintenant, il est effectivement difficile de pouvoir le mesurer dès lors que, ça dépend de la taille des fonds emerging et de la part de ce pays dans l'indice emerging et du nombre de valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, voilà, c'est assez. C'est une équation à plusieurs variables et ça me paraît difficile de pouvoir faire des estimations aujourd'hui. On a une question qui est reliée effectivement à ce passage à l'émerging. Je pense que tout le monde s'y intéresse. Est-ce que vous avez des précisions, des prévisions sur la date? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Moi, je voudrais revenir peut-être un peu à la dernière revue de l'indice Morocco et en tout cas de la situation du marché marocain. Quelles ont été les principales remarques ou peut-être les propositions d'amélioration que vous avez faites au Maroc pour qu'on puisse continuer à améliorer notre marché? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Oui, tout à fait. Donc, par rapport en termes de classification, on a ce critère finalement très quantitatif de taille et liquidité où là, finalement, il n'y a pas vraiment matière à discuter avec quiconque. Finalement, ce sont des critères très, très quantitatifs, très clairs. En revanche, en matière d'accès au marché, donc effectivement, on a ce rapport que l'on va mettre à jour dans 2 jours, qui sera disponible publiquement sur notre site internet. Le rapport de l'année dernière, donc de juin 2021, est disponible également publiquement.
Si vous cherchez MSCI Market Classification, voilà, vous allez tomber sur la page et le rapport qui couvre donc l'évaluation de chaque marché par rapport aux 18 mesures d'accessibilité. Alors, je ne peux que finalement commenter sur notre rapport de l'année passée. Donc, il peut y avoir eu certains développements, bien sûr, dans le marché qui ne sont pas encore reflétés. Mais là, finalement, ce que je montre sur l'écran, c'est comment le marché est évalué par rapport à ces 18 mesures. Donc, notre évaluation, finalement, résulte en on va dire, trois types d'évaluation. Donc, on peut avoir une évaluation double plus, qui signifie que finalement, on ne voit pas vraiment de problèmes tangibles pour un certain marché par rapport aux critères donnés. Ensuite, un simple plus veut dire qu'il pourrait y avoir certaines améliorations dans le marché, mais plutôt d'ordre mineur finalement. Rien de vraiment très significatif, mais des améliorations sont possibles. Et finalement, moins slash question, donc question signifie qu'on n'a pas assez d'informations, et moins signifie, donc généralement c'est plutôt moins, donc on a l'information, mais on voit qu'il y a des améliorations significatives qui pourraient être apportées au marché. Et là, c'est une évaluation qui est la même donc, pour les marchés développés, émergents et frontières. Ce n'est pas parce qu'on évalue en marché frontière qu'on est plus tolérant. Donc, c'est pour ça que typiquement, on va voir plus de marchés qui ont des plus ou des moins questions. Dans les marchés frontières par rapport aux marchés émergents et par rapport aux marchés développés. Donc là, pour le Maroc, je vous invite à regarder notre rapport. Donc on a ces différents commentaires. Je ne vais peut-être pas aller dans la liste exhaustive, mais si on s'intéresse peut-être aux critères qui sont en ce moment évalués comme moins questions, donc on a le clearing and settlement. Donc, en termes de clearing and settlement, on note qu'il n'y a pas de reconnaissance au niveau juridique du statut nominee status. Et il y a également des restrictions sur le overdraft qui peut ou ne peut pas, en l'occurrence, être fait par les investisseurs étrangers. Donc, ce sont des points importants. En termes de statut de nominee, donc on observe finalement plus d'efficacité dans le processus de clearing and settlement lorsque ce statut existe, notamment pour des transferts de fonds, et d'autres choses qui doivent être gérées plutôt au niveau du nominee que du beneficial owner. Et le overdraft est aussi quelque chose qui est demandé finalement par les investisseurs quand on a des investisseurs émergents développés. Là, c'est les deux critères qu'on note. En termes de transfert, donc transferability, on note qu'il n'y a pas possibilité d'opérer des transactions off exchange. Et finalement, pour le stock lending et short selling, donc là, c'est quelque chose qu'on a finalement à moins question pour l'ensemble des marchés frontières. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas spécifique au Maroc. Donc, on ne commente pas spécifiquement pour les marchés frontières, mais on reconnaît que finalement, ce sont des outils que l'on observe ne pas être propres aux marchés frontières. Par rapport à ces critères, pas forcément maintenant, mais si certains participants à ce webinaire ont des commentaires ou des informations à fournir ou des questions, donc n'hésitez pas à contacter MSCI. Et évidemment, on est toujours ouvert justement pour MSCI nous ne sommes pas investisseurs nous-mêmes, donc nous avons vraiment besoin du feedback des participants du marché, que ce soit des participants locaux ou des participants internationaux, pour mettre à jour finalement nos évaluations. Très bien, merci. Alors, on a une question sur les critères, notamment les seuils utilisés pour
pour la liquidité relative, pour la taille minimum, etc. Est-ce que ces critères changent, les seuils changent? Et si oui, à quelle fréquence? Alors, pour la liquidité, donc les critères de ATVR, Annualized Traded Value Ratio, donc cette mesure relative de liquidité. Donc, ce qui ne change pas, c'est les catégories de liquidité pour les marchés frontières, 2,5%, 5% et 15%, sachant que le seuil, une nouvelle fois, utilisé pour les marchés émergents est de 15%. Ce qui peut changer, c'est bien sûr la classification d'un marché ou l'utilisation pour un marché d'un certain seuil de 2,5, 5 ou 15%. Et là, on a une revue tous les 6 mois du marché. Donc, bien sûr, on prend en compte l'évolution de la liquidité du marché, mais aussi concrètement, qu'est-ce qui se passerait finalement si un marché était amené à être reclassifié dans une catégorie différente en termes d'impact direct sur l'indice, mais aussi en termes de sociétés qui pourraient se retrouver un petit peu à la limite. Donc, voilà, on a une analyse finalement assez complète. Dans notre méthodologie, on mentionne précisément quels sont les critères qui sont, qui sont regardés pour éventuellement bouger finalement en marché dans une catégorie de liquidité différente. Après, en termes de frequency of trading, donc la fréquence de trading annuelle, là, c'est un critère qui est fixe de 50% pour l'ensemble des marchés frontières. D'accord, très bien. Alors, j'ai encore deux questions sur ces critères et, d'accessibilité. Un, c'est une précision sur le nominee status. Je pense qu'est-ce que c'est. Et l'autre, c'est sur les off-exchange transactions. Est-ce que vous pourriez donner des exemples sur qu'est-ce que vous voulez dire par off-exchange transactions? Oui, bien sûr. Donc, pour le nominee status, j'ai peut-être mal expliqué avant. Pardonnez-moi si c'est le cas. Donc, c'est finalement, et encore une fois, je ne suis peut-être pas non plus le principal expert pour vous parler du nominee status, mais c'est la différenciation que l'on observe dans certains marchés entre le fait de pouvoir trader dans le marché en son propre nom ou de devoir traiter en son propre nom, donc ce qu'on appelle plutôt beneficial owner market, versus la possibilité par exemple, pour un fund manager, de traiter dans le nom du fund manager, même si on a affaire à, voilà, même si un investisseur aurait plusieurs fonds, finalement de pouvoir regrouper, voilà, par exemple, les trades ou les processus de clearing and settlement au niveau du nominee status, donc le nominee qui pourrait être, voilà, par exemple, le gérant de fonds, qui aurait, voilà, un portefeuille d'investissement multiple. En ce qui concerne le off-exchange transactions, ce qu'on observe aussi, ce qu'on entend du marché, c'est que il est utile pour certaines transactions de pouvoir avoir un processus qui marche de manière vraiment, voilà, vraiment efficace, qui est régulé pour pouvoir trader les instruments en dehors de l'exchange. Alors parfois pour une question de coût, mais également voilà, pour une question de faciliter certaines transactions, comme par exemple dans le cadre d'un ETF, pour faciliter la création et la rédemption des instruments de l'ETF, donc des ETF shares. Si on veut, voilà, si on veut émettre ou si on veut diminuer le nombre de shares, d'instruments de l'ETF en circulation, on doit souvent avoir ces processus-là en place, donc soit in-kind transfers ou off-exchange transactions. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde tout particulièrement. Oublié mon micro. J'ai encore oublié mon micro. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur la communauté, investisseurs ou autres, à qui MSCI adresse la consultation pour évaluer les critères qualitatifs? Bien sûr, bien sûr. Donc,
quand il y a consultation, donc c'est toujours une consultation qui est publique. Donc on a un document de consultation, un PDF, qui est publié sur notre site internet avec la proposition, avec les aspects aussi, les pourquoi du comment de la proposition et les points de discussion. Bien sûr, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la proposition, mais voilà, qu'est-ce qu'on pense, par exemple, des contrôles de capitaux en vigueur en Argentine, enfin voilà, ce genre de questions. Donc nos consultations sont toujours ouvertes à toutes et tous. Donc, il y a possibilité de fournir du feedback, par exemple, de manière écrite, en envoyant un email à notre service client qui va toujours être relié à l'équipe interne à recherche, donc qui va être logué de notre côté, analysé. En termes de type d'investisseur, donc il n'y a pas vraiment de limitation finalement. Tout type d'investisseur ou pas forcément d'investisseurs, mais de participants du marché qui peut avoir une connaissance voilà, du marché et avoir un feedback à fournir à MSCI est pris en compte. Donc, quand on parle de classification de marché, on va typiquement, en plus évidemment de nos clients, on va typiquement discuter avec le stock exchange, avec les différents régulateurs du pays, avec les custodians, donc pas seulement les global custodians, mais aussi les local custodians, donc les banques dépositaires locales dans le pays, avec les brokers, donc ça peut être des brokers de nouveau locaux, ça peut être des brokers internationaux. Une fois de plus, ça dépend aussi de l'information qu'on cherche, mais voilà, souvent il va être très important pour nous d'avoir ces feedbacks des gens qui sont vraiment sur place et qui expérimentent le marché actuel, mais également les plans de développement du marché, les améliorations, les choses qui ont été mises en place. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut encore attendre peut-être une année de plus avant que ça marche bien? Voilà, ce genre de considération-là. Mais pas de limite, donc pas de limite de MSCI en termes de participants du marché qui sont consultés et qui ensuite, voilà, ce que je dis toujours, c'est que même en petit investisseur peut avoir un point finalement très important qui n'a pas été mentionné par d'autres investisseurs parce que ces investisseurs-là n'ont peut-être pas été confrontés à un problème particulier, à une solution particulière. Et voilà, même si l'investisseur peut être très petit ou le plus petit qu'on puisse imaginer, si l'information est relevant, ce sera une information qui sera prise en compte voilà, et discutée. Et donc, le processus de décision des MSCI est ensuite un processus de comité. Donc, on a des comités indépendants, recherche, qui sont composés uniquement de personnes qui travaillent à MSCI. Donc, ce pas des comités qui sont ouverts à des personnes externes. Donc, ce sont typiquement des personnes seniors dans notre organisation recherche. Qui prennent ces décisions basées sur les feedbacks, les différents feedbacks des investisseurs. Très bien, j'ai une nouvelle question sur alors la taille des fonds frontières et emerging. Et je rajouterai peut-être juste une petite question annexe. Est-ce que dans vos interactions aujourd'hui avec le marché, avec les investisseurs, est-ce que vous voyez un intérêt plus grand pour les fonds frontières que pour les fonds emerging? Quelle est aujourd'hui la tendance un petit peu? Oh, c'est une très bonne question parce que finalement, ça va sûrement dépendre des investisseurs. Donc, on aura des investisseurs qui seront plus intéressés par un univers ou des stratégies plutôt emerging, d'autres plutôt focalisés sur des stratégies frontières ou un mix des deux. Ce qui est important pour nous, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a derrière finalement, quelles sont les motivations des investisseurs pour aller vers de l'émergent, pour aller vers du frontière. Comment ces motivations changent à travers les années? Quels sont les potentiels problèmes ou obstacles à un investissement émergent, un investissement frontière qu'on peut rencontrer? Et voilà, c'est une question qui est centrale pour nous parce que finalement, il est important pour nous de s'assurer que nos indices actuels sont en ligne avec la motivation d'un investisseur typique frontière. Ce qui, voilà, l'indice frontière a beaucoup changé au cours des années. Je crois que j'avais vu aussi une question
était passé avant le webinar par rapport à ça. Donc, on a eu plusieurs reclassifications, la composition a changé, la capitalisation de l'indice a certainement diminué. Donc, voilà, quels sont les challenges, quels sont les points potentiellement à changer, à améliorer. Et voilà, autant la méthodologie est telle qu'elle est actuellement, autant il n'est absolument pas exclu voilà, que MSCI, par une consultation formelle, mais même voilà, simplement en rencontrant des investisseurs, en discutant, voilà, ça mène à réfléchir à l'évolution potentielle future d'une méthodologie frontière. Maintenant, en termes de constituants dans les différents indices, on remarque que dans l'indice Frontier, il y a pas mal de marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique, quelques pays asiatiques où la liquidité n'est pas forcément au rendez-vous. Est-ce que l'indice Frontier n'est pas un peu impacté négativement par cet état de fait, cette situation qui fait que voilà, c'est des petits marchés où la liquidité ne bouge pas trop, qu'elle soit structurelle ou conjoncturelle. Bon, merci pour la question. Je pense que c'est une très bonne question. Donc, la méthodologie de construction des indices frontières, c'est une méthodologie qui est cohérente. Donc, il n'y a pas de différenciation qui est faite à travers les marchés. Donc, on va avoir voilà, ces seuils minimaux dont je parlais, 2,5%, la taille minimum de 363 millions de dollars pour inclusion dans un indice investissable. Et voilà, d'autres paramètres seront les mêmes. Donc, on s'assure à ce niveau-là d'avoir une certaine cohérence de l'univers d'investissement. Après, clairement, on a une hétérogénéité, notamment en matière de développement ou d'accès au marché. Donc, on aura des pays qui peuvent être petits en termes de taille et liquidité, mais très développés en termes d'infrastructures. Voilà, des pays européens, par exemple, qui sont inclus dans l'indice frontière. Et à côté de ça, on va pouvoir avoir voilà, des pays d'autres régions qui ont peut-être plus de voilà, en différents profils en termes d'infrastructures. Comme je disais avant, juste pour répéter mon point, de notre côté, c'est un point qui est important. On est prêt à continuer à discuter et on veut continuer à discuter à l'avenir avec les investisseurs par rapport à leur motivation fondamentale pour investir dans un marché frontière. Est-ce que c'est la croissance économique? Est-ce que c'est la découverte de nouveaux marchés? Est-ce que c'est l'aspect corrélation ou décorrélation avec d'autres marchés? Et effectivement, s'assurer que la proposition, à quelque part, la méthodologie frontière soit le plus possible en ligne avec ces motivations ou ces croyances profondes des investisseurs. Donc ça, c'est un sujet, c'est un livre ouvert à quelque part. Mais oui, effectivement, on a certaines questions au niveau de l'hétérogénéité de l'indice ou l'inclusion de certains très petits marchés dans l'indice. Un exemple peut-être flagrant justement de cette adaptation de ces critères pour les pays frontières, c'est que certains investisseurs, bon, on a eu quelques retours aussi, estiment que l'utilisation de la CAPI, la liquidité sur la CAPI flottante n'est pas forcément relevante pour les frontières et peut-être que l'utilisation de la liquidité sur la CAPI globale serait plus juste. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Bon, alors là, c'est un point relativement technique et spécifique, je dirais. De toute façon, si on reçoit du feedback des investisseurs et surtout si on reçoit beaucoup de feedback des investisseurs, ça va nécessairement être un point sur lequel on va réfléchir et discuter. Voilà, après, c'est difficile de vraiment commenter sur des potentiels changements, mais notre méthodologie est une méthodologie ouverte, donc il peut à tout moment, à quelque part, le MSCI peut lancer une consultation sur d'éventuels changements. Jamais on aura des changements sans consultation préalable. Donc, on aura toujours voilà, ce processus de valider nos propositions ou d'invalider nos propositions avec le marché. En ce moment, rien spécifiquement d'ouvert sur marché frontière, mais une nouvelle fois, vraiment
un thème, les marchés frontières dans leur globalité qui est important pour nous et qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Peut-être une dernière question pour ma part, et je pense qu'au niveau du chat, on a plus de questions. Est-ce que le fait qu'il y ait des poids lourds dans certains indices, notamment par exemple, je pense à la Chine dans l'indice emerging, fait qu'on n'est pas un petit peu capé par ça? Il n'y a pas de soupape au niveau de l'indice emerging qui permettrait à d'autres pays de pouvoir rentrer? Rappelons que la Chine, je pense, représente Oui. 30% de l'indice emerging, alors Mhm. que, bon, d'un point de vue développement, on est plus dans les pays développés que dans un indice emerging. Et même en termes de performance, des marchés, on n'est pas au même niveau que les autres pays émergents qui perdent un peu d'attractivité. Dans la question de la Chine, c'est une question évidemment importante, centrale. Donc, on a une méthodologie qui est une méthodologie market cap, effectivement, et à ce titre, le poids de la Chine est très important. Après, ce n'est pas forcément différent d'un indice développé. Si vous pensez au poids des États-Unis dans un indice MSCI World, c'est aussi quelque chose de très important, même de plus important que le poids de la Chine. Dans les marchés émergents, après, l'inclusion de la Chine a été un parcours à travers le temps qui va continuer probablement. Donc, pour l'instant, on inclut qu'une certaine partie de l'univers domestique chinois dans les indices. Donc, c'est évidemment une discussion qui est en cours, en tout cas à l'interne. Après, le fait que la Chine ait tel et tel poids dans un indice émergent, je ne pense pas que ça ait un quelconque impact finalement sur notre évaluation de quelconque marché pour, par exemple, une reclassification frontière à émergent, si on prend cet exemple-ci. Finalement, nos critères sont indépendants dans certains marchés. Donc, si vous regardez nos critères de taille, de liquidité, d'accès au marché, donc c'est des critères qui ont été développés voilà, d'après les attentes des investisseurs par rapport à un univers émergent large en 7 pays. Le fait qu'un tel ou un autre pays a plus de poids qu'un autre, je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qui va faire une différence en termes d'évaluation des autres marchés. J'oublie toujours de désactiver mon micro. J'ai deux petites questions qui viennent d'être posées. Une, je pense que vous avez déjà répondu, c'est le poids et les constituants des valeurs marocaines dans l'indice frontière. On l'a déjà vu, mais je pense que le slide suivant, il me semble. Voilà, c'est ça. Je vais le laisser un petit moment comme ça. OK, parfait, très bien. Alors, j'ai une question sur, toujours sur le passage en emerging. En admettant que les critères qualitatifs sont tous remplis, quels critères? Alors, je pense que c'est quantitatif. Alors, j'ai un problème au niveau de la question. Est-ce que vous pouvez, la personne qui a posé la question sur les critères qualitatifs, est-ce que vous pouvez la préciser, s'il vous plaît? Parce que il me semble qu'il y a qualitatif et quantitatif, mais sinon, on nous pose la question, est-ce que la volatilité n'est pas aussi un critère qui est pris en compte par le MSCI? Est-ce que vous pourriez le prendre en compte? Alors, pas pour la construction des indices globaux. Évidemment, on peut avoir des indices facteurs et autres
où la volatilité est un aspect central. Après, pour les indices globaux, non, sauf pour un point précis qui, voilà, je crois qu'on nomme extreme price increase. Donc, c'est une règle qui a été relativement récente, qui, en fait, fait que l'on va on va monitorer les securities ou les sociétés qui auraient des augmentations très très importantes en termes de performance dans la période qui précède le rebalancement. Donc, encore une fois, on a des règles très précises, mais on peut regarder le mois qui précède, les 2 mois qui précèdent. Et voilà, si on regarde 1 mois ou 2 mois, est-ce que la performance de la société dépasse un certain seuil d'extreme price increase qui ferait qu'à quelque part, on serait prudent par rapport à ce genre de sociétés qui ont un schéma de trading tel avant de l'inclure dans l'indice. Donc, on a eu évidemment dans le passé des cas voilà, d'inclusion de sociétés avec des performances extravagantes et après que la société était inclue, la performance diminue considérablement. Donc, on a rajouté effectivement ces règles-là pour empêcher une variabilité dans l'indice qui finalement se fait au détriment des investisseurs passifs. Alors, j'ai une nouvelle question. Oui, alors, si tous les critères quantitatifs sont tous remplis, quels critères qualitatifs seraient rédhibitoires pour le passage du Maroc en emerging ou au passage d'un pays quelconque en emerging? Est-ce qu'il y a un critère qui est… Alors, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre directement à cette OK. question, mais je vais quand même apporter quelques éléments. Donc, je dirais que, et là j'ai la page qui finalement vous donne un petit peu l'idée de ce qui est attendu pour une classification émergente en termes de niveau, voilà, de niveau d'ouverture et d'évaluation d'un pays par rapport aux autres critères 1, 2, 3, 4, 5 sur cette page. Donc finalement, basé sur la revue qu'on a chaque année, qu'on met à jour, le rapport qu'on publie, on va se forger une opinion sur est-ce qu'un marché est proche ou pas du tout proche de remplir ces différents critères. En plus, bien entendu, des critères quantitatifs. Après, dans tous les cas, ça reste une mesure qualitative. Donc, c'est une mesure qu'on va devoir valider. Donc, c'est aussi pour ça, notamment pour ça qu'on a ce processus de consultation qui peut durer longtemps, qui peut durer 1 année. C'est vraiment voilà, pour avoir des discussions, et ce n'est pas forcément des emails, c'est vraiment des vraies discussions avec les investisseurs, d'aller point par point et de se dire, ben voilà, par rapport à vos attentes, par rapport à un marché émergent, le framework que l'on a, les différents critères, est-ce que vous voyez vraiment un ou l'autre critère qui ne va pas du tout, ou au contraire, est-ce que finalement tout va bien, ou voilà, il y a peut-être certains problèmes, mais ils ne sont pas forcément pas forcément tels que nos critères ne sont pas remplis. Donc voilà, pas de réponse vraiment précise sur le Maroc en particulier, mais plus voilà, une perception globale à travers les différentes discussions que l'on a au cours de l'année avec les différents participants du marché. Très bien. Ben, écoutez, je n'ai plus de questions sur au niveau du chat et ben, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Est-ce que il y a quelque chose en particulier que le marché, peut-être une question voilà finale. Qu'est-ce que pourrait faire le marché euh, pour euh, pour améliorer sa situation dans votre classification et comment le MSCI pourrait nous aider dans cela. Merci pour la question. Non, je pense que le mieux finalement, c'est de se référer à notre analyse publique, donc des différents critères. Voilà, les critères de taille et liquidité sont clairs. Après, voilà, c'est peut-être difficile
on peut toujours avoir des discussions sur quelles mesures pourraient peut-être plus marcher que d'autres. Et on a une certaine expérience d'autres marchés qui ont pris voilà, certaines mesures pour espérer voilà, accroître, par exemple, la liquidité du marché. Après, c'est souvent un petit peu l'œuf et la poule, hein, donc c'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais je pense que voilà, regardez nos mesures quantitatives, regardez nos commentaires par rapport à nos mesures qualitatives. Ne pas hésiter à nous apporter de l'information. Donc, on est toujours preneur d'informations, quelque chose qu'on aurait peut-être raté ou quelque chose qui est en cours d'amélioration dans le marché et qu'on se doit de regarder de plus près. Très bien. Mais voilà, dans tous les cas, on est ouvert à la discussion. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une information ou une autre, ou une question ou une autre par rapport au marché. Parfait. Je pense que, en tout cas, toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire sont conscientes de que le MSCI et voilà, la discussion est ouverte, qu'on peut apporter des éléments de réponse à vos questions en termes que ce soit d'accessibilité ou autres remarques qu'on pourrait faire et qu'il ne faut pas hésiter donc à vous transmettre ces éléments-là pour que vous les preniez en compte. Et je remercie donc tous les participants à ce webinaire, assez nombreux, et je vous remercie Lionel pour votre temps et pour la clarté de votre présentation et de vos réponses. Et je pense qu'on va vous donner rendez-vous très bientôt hein, pour peut-être échanger sur des choses plus spécifiques. On verra entre nous comment on peut continuer à discuter entre nous pour essayer d'améliorer les choses. Avec grand plaisir et surtout merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, merci à vous. Merci tout le monde et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.